Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui décrypte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa formule grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Pierre. Nous recevons le président du conseil de surveillance de l'entreprise Mobilitas, Alain Taïeb. Bonjour Alain Taïeb. Bonjour. Alain Taïeb, vous dirigez ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Vous nous direz plus tard dans l'émission ce que c'est exactement. Mais elle a la particularité qu'elle a fêté tout récemment son installation dans un 54e pays africain. Et votre métier, votre cœur de métier, c'est le déménagement international. Nous allons en parler bien sûr dans cette émission. Mais d'abord, un petit aperçu de votre parcours avec un mot sur la Tunisie, le pays où vous êtes né. Quand l'avez-vous quitté et quel lien gardez-vous avec lui? Je vois un sourire, donc ça ne doit pas être un mauvais souvenir. Non, même un très bon souvenir, merci. Effectivement, je suis né en Tunisie et nous avons quitté ce pays en 1966. Donc j'avais à peine 12 ans, donc j'ai des souvenirs d'enfance très très intéressants et une vie absolument admirable avec des générations de ma famille qui étaient dans ce pays. Et donc nous avons quitté la Tunisie pour aller nous installer à Strasbourg, puis à Paris. Donc voilà, c'est un mouvement classique comme des centaines de milliers de familles françaises d'Afrique du Nord dans ces années-là. Et quel lien gardez-vous avec lui aujourd'hui ? La Tunisie ayant, je dirais, une position assez particulière depuis plusieurs décennies, est un pays très accueillant, très agréable, qui n'a pas connu, je dirais, une indépendance dure comme d'autres. Eh bien, effectivement, il était très agréable d'y retourner en vacances, bien évidemment, pour revoir un certain nombre d'endroits. D'amis, bien sûr, beaucoup encore présents sur place, et puis surtout des lieux, notamment des cimetières où on a nos ancêtres qui sont enterrés, ma grand-mère, mon grand-père, etc. Donc effectivement un lien particulier avec ce pays aujourd'hui encore. Alors vous le disiez, votre famille s'est établie à Strasbourg et c'est là que vous vous êtes formé. Vous êtes devenu ingénieur chimiste. Alors effectivement, c'était à Paris ensuite. Donc on est resté quelques années à Strasbourg, puis à Paris. Et donc j'ai fait des classes préparatoires et une école d'ingénieur en génie chimique à Nancy. J'ai exercé quelques années dans le métier pour lequel j'étais formé. Et très rapidement ensuite, mes parents ayant une petite entreprise familiale qu'ils avaient créée, qui était une entreprise de déménagement déjà. J'ai rejoint l'entreprise pour essayer de lui apporter un peu de jeunesse, un peu d'énergie, un peu d'international. Et donc c'est là que l'aventure internationale de notre groupe a commencé. Et qu'est-ce qui, dans la formation d'ingénieur chimiste, a bien pu vous prédisposer, vous préparer à des fonctions de directeur ou de président d'une entreprise comme celle que vous dirigez aujourd'hui? Sur le plan scientifique et technique, rien, mais sur le plan de la culture générale, à partir du moment où vous avez fait des études supérieures et que vous avez un bagage, vous êtes transposable à toutes sortes d'activités, à toutes sortes de situations, parce que l'université, les grandes écoles vous donnent d'abord un niveau de culture générale, et une boîte à outils qui vous permet effectivement... La plupart des ingénieurs qui réussissent leur carrière ont quitté à un moment donné le métier d'ingénieur, on les retrouve dans des directions d'entreprise à faire du management. C'est que vraiment le scientifique ingénieur qui va rester jusqu'au bout de son métier, jusqu'à sa retraite. Mais la plupart de ceux qui évoluent vite en carrière vont vers des positions de manager. Alors au cours de cette émission, nous allons bien sûr parler de votre entreprise Mobilitas, des défis économiques et industriels qu'elle doit relever, mais aussi des économies africaines que vous connaissez très bien et de la manière dont vous envisagez la situation économique internationale. Première question de Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Monsieur Taïeb. On va commencer par parler de Mobilitas, votre entreprise qui n'est pas forcément extrêmement connue, même si j'imagine que la plupart des auditeurs africains ont déjà vu en fait ces camions se balader. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait votre entreprise? Et puis notamment parler aussi un petit peu d'un de ces métiers qui est encore moins connu, qui est la numérisation des archives.
Alors, effectivement, Mobilitas, d'abord, est le nom de la holding, de la maison mère, et les marques qui sont connues ne sont pas forcément celles-ci. Nous avons, pendant 40 ans, opéré sous la marque AGS, Déménagement International, qui, elle, est très connue, effectivement. Qui veut dire AGS? En fait, AGS, c'est l'entreprise initiale que mes parents avaient créée, donc, dont je parlais tout à l'heure et que j'ai rejointe. Mais le sigle voulait dire Alain, Gilles et Serge, donc le nom des 3 garçons. On avait une sœur, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être encore un peu de dépoussiérage, mais bon, on ne pouvait pas mettre quatre initiales, mais c'était effectivement au départ Alain, Gilles et Serge. Donc cette marque est connue. Si vous voyagez en Afrique, vous ne verrez pas la marque Mobilitas sur des camions ou sur les publicités d'Air France ou dans des brochures. Par contre, les gens qui bougent, qui ont une mobilité professionnelle sur le continent africain, nous connaissent très très bien sous cette marque. Ça, effectivement, c'est le premier métier, celui qu'on exerce depuis très longtemps. C'est un métier de logistique, un métier de transport adressé à des particuliers qui ont des choses sensibles à bouger, des patrimoines familiaux. Mais nous avons très vite évolué vers d'autres métiers de la logistique et du transport. Et le métier de l'archivage physique et numérique est un métier de logisticien et de transport, puisqu'on transporte des archives d'entreprises ou d'institutions ou de musées d'un endroit à l'autre. On doit les protéger, les garder longtemps dans des infrastructures et les livrer. Et on a évolué vers ce métier de logisticien naturellement et on est devenu aussi un acteur très important de l'archivage physique et numérique dont on parlera, je crois, après, sur le continent africain et en France également, bien sûr. Alors vous êtes une entreprise, Jean-Pierre le disait tout à l'heure, une ETI. Donc une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire, c'est ça dans le jargon français. Qu'est-ce que ça signifie à peu près en termes de taille de revenus, de nombre d'employés, de présence dans le monde? Alors c'est un statut qui n'existait pas et effectivement ces entreprises ne sont pas des grands groupes, ne sont plus des PME et leur statut a été défini il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Et donc en fait ce sont des entreprises qui ont plusieurs milliers de salariés, qui ont un haut de bilan qui dépasse les 50 millions d'euros, qui ont des chiffres d'affaires qui dépassent... des fonds propres, oui. Donc c'est un peu notre cas. Hein. Nos fonds propres dépassent 150 millions d'euros. Notre chiffre d'affaires avoisine les 400 millions. Et effectivement, nous avons 4300 salariés. Et la part de l'Afrique là-dedans, c'est... Alors la part de l'Afrique aujourd'hui, ça représente pas loin de 60% maintenant sur l'ensemble du groupe. Hein. De vos revenus. Donc, de chiffre d'affaires. Entre 150 et même 200 millions, voilà. Plus de 200 millions. Donc en fait, finalement, pour beaucoup d'économies africaines, ce serait plutôt un grand groupe qu'une entreprise de taille intermédiaire. Alors à l'échelle, effectivement, des tailles des entreprises dans chaque pays, effectivement, on pourrait être considéré comme cela. Mais vis-à-vis de la France, puisque le siège de l'entreprise est français, que les propriétaires de l'entreprise, notre famille, sont français, effectivement, nous sommes une ETI. Nous rentrons dans ce groupe qui comprend entre 4000 et 6000 entreprises en France de cette taille, qu'elles soient de services comme la nôtre ou industrielles, des sociétés qui font entre 100 millions, 200 millions de chiffre d'affaires et jusqu'à 2 milliards pratiquement. Hein. Pourquoi avoir donné cette importance au marché africain? Pourquoi avoir choisi de vous déployer sur ce continent plutôt que sur d'autres? Je pense que l'une des particularités de l'entrepreneur, en règle générale, où qu'il soit et dans quelques métiers qu'il exerce, c'est effectivement d'être un peu visionnaire et d'être un peu précurseur. Donc il faut aller là où des gens ne sont pas encore allés, on est un peu explorateur. Donc effectivement, l'Afrique était un peu négligée dans le métier que nous exercions, qui sont des métiers dominés par l'économie américaine, c'est-à-dire les gens qui bougent dans le monde depuis des décennies sont des gens qui bougent d'est en ouest, au gré des puissances économiques que nous connaissons, les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Et donc les mouvements de population nord-sud n'intéressaient pas grand monde parmi nos acteurs, et étant arrivés tard sur ces marchés, ayant aussi une fibre africaine. Rappelons-nous quand même que nous sommes nés... Ça veut dire quelle période? On a commencé à faire l'Afrique il y a à peu près 25 ans. En 92 avec la Côte d'Ivoire. Et donc effectivement, on s'est aperçu très rapidement que les services qui étaient proposés aux dizaines de milliers de familles qui bougeaient dans ce continent pour des raisons professionnelles n'étaient pas à la hauteur de ce que l'on pouvait avoir en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc très rapidement, on s'est aperçu que notre savoir-faire était bien reçu. Est bien apprécié. Et à partir de là, quand vous voyez effectivement que vos produits sont bien appréciés, vous n'avez plus qu'à appuyer sur l'accélérateur. C'est une entreprise familiale, on le disait tout à l'heure. Vous parliez de vos 2 frères, ça, vous êtes 3 frères, et puis de votre sœur. Est-ce que tout le monde travaille toujours dans l'entreprise? Oui, alors effectivement, on vieillit un petit peu depuis. La 3e génération est rentrée dans la danse, puisque mon neveu Cédric Castro, le fils de ma sœur Joël,
a pris la présidence du directoire. Donc c'est lui qui maintenant dirige de façon opérationnelle l'entreprise, et les frères et sœurs qui font partie de la deuxième génération, puisque ce sont mes parents qui ont créé l'entreprise. Donc on a la troisième génération qui est maintenant aux affaires. La deuxième génération est en train de laisser un peu d'air à la troisième. Et donc on travaille effectivement, mais non plus de façon opérationnelle. Voilà, on ne fait plus nos 80 heures par semaine, si c'est ce que vous voulez savoir. Vous en faites combien? Écoutez, moi j'en dois en faire encore 60. C'est modeste. C'est modeste, oui. Alors, vous communiquez en ce moment beaucoup sur votre maillage africain, sur le fait que vous soyez implanté dans un 54e pays africain. Je crois que c'est les Seychelles. C'est pas un gros marché. Pourquoi être si fier d'être implanté dans tous les pays africains? Alors, on est fiers d'abord parce que ce n'est pas facile à faire, et peu de gens l'ont fait, et presque personne, pour ne pas dire personne. Je dirais, même quand je discute avec des amis de la diplomatie française, ils me disent: Alain, même l'État français n'a pas 54 ambassades dans 54 pays. Donc effectivement, ce que nous avons fait, c'est un travail de longue haleine, et donc on est les seuls. Des grands groupes beaucoup plus gros que nous n'ont pas encore, effectivement, ne sont pas encore implantés dans tous les pays. Alors on a de belles entreprises comme le groupe Bolloré ou la CGM-CMA qui sont sur cette voie, qui ont une dynamique et qui en sont très proches, qui sont à 48 pays, 50 pays. Donc on voit bien quand même que cette vision panafricaine n'est pas quelque chose qui nous est exclusif. On a beaucoup d'entrepreneurs de taille importante ou de grande taille qui ont compris effectivement la pertinence de ces marchés, l'avenir qui s'ouvre devant nous tous, et ont déjà emboîté le pas. Alors on a voulu être les premiers, on a appuyé sur l'accélérateur sur les 5-6 derniers pays qui restaient, la Corne de l'Afrique, les Seychelles. Et est-ce que ça répond à une logique particulière, ou c'est juste quelque part un peu pour l'affichage d'être dans ces 54 pays-là? Alors effectivement, quand vous connaissez le continent africain, vous n'allez pas comparer le marché de la RDC ou du Nigeria, de l'Afrique du Sud, avec celui des Seychelles ou du Cap-Vert. Donc, je veux dire, en termes de gestion optimale de vos ressources, et si vous êtes peut-être un entrant sur le territoire tardif, vous allez plutôt commencer par les 10 poids lourds ou les 15 poids lourds. Mais on y était déjà depuis très longtemps. Alors pourquoi cet acharnement à être dans les 54 pays? Eh bien parce que d'abord nos produits et nos services fonctionnent bien partout, sont bien perçus de partout. Il y a un vrai besoin d'accompagnement de mobilité dans tous les pays africains, et il y a un besoin de protéger, de gérer, de numériser les archives des entreprises, des organismes internationaux et des États. Ce besoin, il faut le satisfaire dans un petit marché ou dans un gros marché. Et puis, il y a des acteurs globaux. Quand vous voulez travailler avec des agents américains ou hollandais ou britanniques, le fait que vous puissiez leur dire: écoutez, si vous avez des besoins à satisfaire en Afrique, quel que soit le pays, vous nous trouverez là pour vous servir selon le même cahier des charges, c'est extrêmement puissant. Plutôt que de dire à des gens: je peux vous servir en Afrique dans tel ou tel pays, mais pas dans tel ou tel pays, sur le plan marketing, effectivement, ça n'a pas le même poids. Aujourd'hui, on n'a pas à se poser de questions. Si vous avez un besoin dans 10, 15 ou 20 pays, à gérer vos expatriés ou à mettre en place la gestion de vos archives ou de vos numérisations, vous n'avez pas besoin de savoir si on y est ou on n'y est pas. Notre communication est basée sur le fait qu'on est de partout. Vous travaillez en Libye ou en Somalie, du coup, j'en déduis. Oui. Comment est-ce que vous voyez, puisque vos équipes sont sur le terrain tous les jours pour faire ces déménagements, comment est-ce que vous voyez ce risque terroriste qui s'est énormément accru depuis une dizaine d'années, à la fois dans la bande sahélienne, aussi dans la Corne de l'Afrique? Je pense que alors, il n'y a pas de pays où on s'est retiré, sauf en Libye, où même notre partenaire libyen a dû aller s'installer de l'autre côté de la frontière en Tunisie et mener les opérations depuis l'autre côté. Donc là, c'est le pays extrême, effectivement, où on a maintenu nos activités, mais en faisant comme des centaines de milliers de Libyens en nous installant de l'autre côté de la frontière. Donc on a toujours exercé au Mali, en Égypte, dans des situations de crise qui ont évolué. En Égypte et en Tunisie, on a toujours eu nos structures qui étaient opérantes. Alors bien évidemment, on est perturbé parce que les éléments de sécurité concernent tout le monde. Nos cadres aussi peuvent avoir quelques craintes, mais la plupart d'entre eux sont toujours restés. Et nos clients aussi. Alors on a assisté, dans l'exemple du Mali, on a effectivement assisté à des départs très très importants
qui ont pu faire nos affaires pendant la vague de départ. Mais après, c'est plus rien. Donc, effectivement, l'année suivante, l'activité se tasse. Et on voit, nous, on est un acteur quand même intéressant parce qu'on voit les reflux. La Côte d'Ivoire, par exemple, après les 10 années de guerre, on voit le nombre très, très important de conteneurs que nous livrons à l'import. Nous avons une activité d'importation énorme. Les gens arrivent. Et donc, les gens repartiront dans 2 ou 3 ans. Donc, on est là quand même. Vous êtes un baromètre de l'attractivité des pays. De l'attractivité des pays au sens large, qu'elles soient liées à des situations économiques ou à des situations politiques ou d'instabilité. On voit sur les intérêts français, par exemple, en Afrique, certains désinvestissements, malheureusement, et des Brésiliens qui viennent effectivement dans certains pays faire des travaux à la place. Justement, des gens qui bougent, qui déménagent, qui vont d'un pays à l'autre, c'est votre activité, c'est un peu la traduction humaine de la mondialisation. Votre entreprise, d'après ce que vous dites, est un très bon baromètre de cette mondialisation et de l'insertion, en particulier du continent africain, dans cette mondialisation. À quel niveau est-ce que vous la jaugez, vous l'estimez aujourd'hui, cette insertion du continent africain dans la mondialisation ? Effectivement, on peut faire un parallèle entre le mouvement des hommes, le mouvement des capitaux, le mouvement des produits et l'économie. C'est complètement lié, nécessairement. Beaucoup d'entreprises africaines commencent à devenir aussi internationales dans le sens qu'elles vont vendre leurs produits ou s'installer sur des pays limitrophes. Quand on est en Afrique, on n'a plus une politique de développement commercial qui est basée uniquement sur le pays. Si on est au Sénégal, si on est en Côte d'Ivoire, la sous-région, les pays limitrophes intéressent les entrepreneurs. Donc on est déjà dans cette dynamique internationale. Les Africains eux-mêmes ou les entreprises occidentales installées en Afrique ont cette vision d'expansion. Donc nous, on voit bien dans nos activités, un tiers des déménagements que nous effectuons en Afrique sont à l'intérieur de l'Afrique. Autrement dit, on prend un cadre français, africain ou américain d'un pays d'Afrique et on l'envoie dans un autre pays d'Afrique. Et d'où d'ailleurs, pour revenir à votre question sur les 54 pays, la puissance de cette implantation, parce que on peut maîtriser une opération des Comores vers l'Afrique du Sud, du Zimbabwe vers le Maroc, en ayant une maîtrise totale de toute la chaîne logistique. Un tiers donc à l'intérieur du continent africain, un tiers sur l'Europe et un tiers le reste du monde. Donc voilà à peu près les mouvements que nous voyons et on peut retrouver effectivement... C'est-à-dire entre le reste du monde et l'Afrique, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Le reste du monde, Afrique, c'est un tiers des mouvements. Donc ça va être quoi, comme il y a des pays en particulier ? Vous parliez du États-Unis, Brésil, bien sûr, mais le Brésil, beaucoup, quelques pays d'Asie maintenant. La Chine, pas trop, non ? Alors la Chine, malheureusement, les gens ne déménagent pas parce qu'effectivement, on a affaire quand même à une économie qui est, je dirais, plutôt étatique. Et ce sont presque des civil servants, des fonctionnaires qui partent, donc en ordre de marche. Donc on n'a pas affaire à la même population. Pourtant, il y a beaucoup de petits commerçants chinois qui s'installent en Afrique. Oui, alors donc il y a toute une histoire là-dessus. On pourrait faire une émission complète sur les commerçants chinois qui s'installent en Afrique, qui sont souvent venus d'ailleurs pour des travaux et qui sont restés. Ouais. Et qui, mais ça, c'est une population, une clientèle qui vous échappe. Oui, qui n'a pas de mobilité pour l'instant. Ce commerce chinois, dans 10, 20, 30 ans, va peut-être donner lieu à de très belles entreprises qui vont se développer et qui vont rejoindre les mouvements des autres. Parlons un peu de la situation économique africaine, puisque pendant 10-15 ans, il y a eu un boom que tout le monde connaît, dont tout le monde parle maintenant, un boom économique avec une croissance très forte de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Et puis là maintenant, depuis 2 ans, on parle d'un ralentissement très net, avec des statistiques qui prouvent un très net ralentissement. Est-ce que vous, votre entreprise, est impactée par ça ? Est-ce que vous voyez ce phénomène ? Une réponse assez courte. On est là pour le très long terme en Afrique. Donc effectivement, ces courbes, on les vit. On peut avoir des années creuses. Et il y a un petit ralentissement en ce moment, vous avez raison, qui dénote par rapport à tout ce qui se dit depuis quelques années sur l'Afrique. Mais pour nous, c'est quelque chose de provisoire. Ce sont des situations sur lesquelles on ne démobilise pas du tout et on construit notre avenir sur l'Afrique sur les 10, 20, 30 ans à venir. Donc oui, aujourd'hui, nous avons quelques douleurs dans quelques pays et globalement... Lesquels ? Je dirais que, le Nigeria, c'est très difficile. L'Angola, les pays pétroliers, bien évidemment, sont complètement touchés par la baisse des cours du pétrole. Et nécessairement, les sociétés mutent moins de cadres, mettent en stand-by leur exploitation ou les ralentissent. Donc, il y a beaucoup moins de gens qui bougent. L'économie de ces pays souffre énormément aussi. Alain Taïeb est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous poursuivons cette conversation intéressante dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite. Écho d'ici, écho d'ailleurs,
sur RFI.